Bien, bonsoir tout le monde. Ravi de pouvoir répondre à cette invitation. Alors, je vais commencer peut-être en vous surprenant, mais la nuance est importante pour nous. Rallumons l'étoile n'est pas une association qui défend le ferroviaire. Non, nous, on veut le développer. Et ça, c'est vraiment une différence pour nous qui est importante. Et notre point de départ à nous, c'est le constat que dans une agglomération toulousaine d'1 million d'habitants, de plus en plus asphyxiée, l'étoile ferroviaire était et est toujours sous-utilisée. Et la question d'un RER toulousain, d'un train d'agglomération, était un angle mort des politiques publiques. Alors, en à peine 3 ans, nous avons fait émerger un large consensus transpartisan sur la nécessité de ce RER toulousain qui soit complémentaire à la fois des TER et du métro. Et l'objectif maintenant pour nous est d'obtenir en 2021 des avancées concrètes pour le mettre sur les rails. Pour cela, nous avons adopté une stratégie de plaidoyer qui vise à construire une très large coalition pour imposer ce sujet dans le débat public et obtenir des avancées concrètes à partir de propositions à la fois ambitieuses et pragmatiques. Alors, si le sujet du RER est spécifique à Toulouse, quoique d'autres grandes agglomérations toulousaines, d'autres agglomérations françaises sont concernées, nous sommes surtout que la même démarche pourrait être utilisée dans d'autres contextes par d'autres défenseurs du rail, entre guillemets, qui soient des citoyens, des cheminots, des élus ou des entreprises, qui peuvent avoir le sentiment d'être relativement isolés et de s'épuiser sans obtenir les arbitrages qu'ils voudraient avoir. Voilà, nous sommes ravis de partager notre expérience ce soir et donc de vous présenter un peu ce parcours. Alors, comment avons-nous commencé? Notre première démarche a été d'ouvrir les horizons avec un schéma ici qui esquissait ce que pourrait être ce RER toulousain si on appliquait les principes qui sont utilisés ailleurs, notamment en Suisse. Mais rapidement, nous sommes concentrés sur une première ligne pour faire une démonstration, surtout qu'une première ligne traversante, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ça semblait possible entre le nord de Toulouse et le sud-est. Alors, quelle est la problématique technique qui est derrière? En fait, aujourd'hui, on a tous les trains, tous les TER qui ont leur terminus à Matabiau, qui saturent la gare de Matabiau. Sachant en plus que ces TER, souvent, ils ont une double mission, à la fois de desserte régionale, et donc de longue distance, mais aussi de desserte à l'intérieur de l'agglomération toulousaine. Résultat, quand vous essayez de faire deux choses à la fois, en général, vous faites les deux mal. Et ce qui paraît logique et ce qui est fait partout ailleurs, c'est que pour offrir un meilleur service, il faut des lignes distinctes pour chacune des missions. Alors, le consensus qui existait depuis longtemps entre la SNCF, la région, mais aussi TCO, c'était d'avoir des TER qui s'arrêtent peu en bleu, mais après d'avoir plus de trains, pour mettre plus de trains en RER avec plus d'arrêts dans l'agglomération, en fait, on les arrête dans les gares terminus en amont de la gare centrale. Et donc, c'est une vision assez curieuse qui ferait de Toulouse avant, avec le RER, Paris avant le RER. Et nous, là-dessus, on a de suite porté le fait qu'il fallait diamétraliser les lignes, créer un maximum de gares pour offrir un meilleur service tout en désaturant la gare. Alors, comment de cette question technique, nous sommes passés à pousser cette chose-là? Alors, dès que nous avons une tendance à dépenser l'argent qu'on n'a pas ou qu'on vient juste d'avoir. Et donc, dès la première réunion publique qu'on a faite en juin 2018, on avait réuni un peu d'argent de crowdfunding de premières communes qui avaient adhéré. Et dès cette réunion publique, nous avons choisi d'investir une grande partie de ces fonds pour que cette réunion publique, qui était dans une petite commune d'une heure d'agglomération, avec 200 personnes quand même, soit filmée par 3 caméras. Pourquoi? Parce que ça avait un double intérêt.
à la fois d'assurer une large diffusion pour ceux qui n'étaient pas là, mais aussi pour donner plus de poids aux prises de parole, notamment des institutions et des élus, parce que, vous l'avez sûrement remarqué, mais certains ont l'habitude de faire varier leur discours en fonction de leurs interlocuteurs. Et donc, ils sont capables de dire bleu le lundi, violet le mardi et vert le mercredi. Et cela a parfaitement fonctionné dans les participants et les réactions lors de cette réunion publique. Deuxième étape, en septembre, quelques mois après, nous vient une idée folle. Organiser un train inaugural, cette première ligne, en affrétant un vieux train qui appartient à une association d'anciens cheminots pour faire le buzz et montrer le potentiel d'avoir des lignes qui traversent l'agglomération et qui font qu'un arrêt à Matabio et pas un terminus. Problème, c'est quand même que cette prestation, en fait, ça coûtait 4 500 €, qu'il fallait réserver 3 mois à l'avance, que pour faire un bon événement, il fallait ajouter la captation vidéo, fanfare, support de com, bref, il fallait un budget de 8 000 € et nous n'avions pas la moitié de cet argent en caisse. Et alors, qu'est-ce que vous croyez que nous avons fait? Ben, l'idée, pour nous, était trop géniale, donc on a dit banco. Et on a dit tellement banco qu'on a organisé encore une réunion publique sur la partie sud-est avec un jeune chercheur qui a accepté donc de venir soutenir notre action, donc avec Vincent. Et on a continué à mouliner. Et finalement, eh bien, en fait, cet événement a été un succès. Il a réuni 300 personnes, une bonne quinzaine de maires. Ça a été l'occasion pour la représentante de la région d'annoncer le lancement d'une étude. Ça a été repris par la presse. Donc, c'était très positif. Et d'autant plus positif que faire cette action, eh bien, ça a convaincu de nouvelles communes de nous rejoindre et en fait, du coup, de financer cette action qui était un peu spectaculaire. Alors, on se dit, la dynamique est bonne, ça va avancer, mais bien sûr, vous avez sûrement vécu ça aussi dans d'autres situations. Eh bien, le temps des institutions n'est pas le temps des citoyens. Et on a bien vu que l'idée de première ligne qui reposait sur la question de création de deux terminus, dont l'un qui était déjà prévu, mais pas tout à fait programmé, ça n'allait pas aller assez vite. Et donc, on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait élargir notre proposition, aller un peu plus loin pour utiliser les terminus existants, car regardant, ça semblait même possible avec la grille horaire. C'est possible. Donc, du coup, à la réunion publique suivante, filmée là aussi, on présente cette nouvelle proposition. Et du coup, ben, ça n'a pas loupé. Il y avait le directeur général des transports de la région, hein, qui est un fan de nous, qui fait toutes nos réunions publiques, et qui du coup a dit, ben, oui, cette proposition de faire des trains cadencés toutes les heures entre Montauban et Castellonari, ben, oui, c'est possible. C'est possible, et ce d'autant plus qu'il y a déjà des trains qui font le trajet. En fait, c'est le même train qui fait le Montauban-Toulouse que le Toulouse-Carcassonne. C'est juste qu'on ne vend pas le billet, mais en fait, pour optimiser notre exploitation, nous, on le fait. On fait comme ça, mais par contre, l'application SNCF, c'est ballot parce que l'application SNCF, elle considère qu'en 6 minutes, vous n'avez pas le temps de faire une correspondance euh, où il faut rester dans la même rame. Et donc, vous ne pouvez pas acheter un Montauban Castellonari parce que, même si vous pouvez le faire en réalité. Alors nous, bien sûr, ben, comme on filme, c'est enregistré. Et donc, on s'est dit, super, super. Là, la région, ils vont forcément étudier cette proposition de manière approfondie, étudier sa faisabilité, mais aussi les bénéfices potentiels. Et donc, ça devrait avancer. Mais j'imagine que vous ne serez pas surpris de savoir que ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez sûrement tous plein d'exemples de mesures dilatoires de la part des différentes institutions, même des plus volontaristes. Et c'est vrai que quand on est des citoyens, des associations, des élus de petites communes, des entreprises qui attendent des réponses concrètes, la situation peut sembler souvent ubuesque, frustrante, décourageante et même parfois un peu caricaturale. Alors, petit florilège de dialogues pas si imaginaires que ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que.
on va bientôt organiser une réunion. Quand? Bientôt. On va lancer une nouvelle étude pour regarder ce qu'on pourrait faire d'ici 2040. Et là, on dit, mais c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait déjà prendre connaissance de la nouvelle étude que vous venez de terminer, mais que vous ne rendez pas publique? Ah non, non, c'est pas possible. Ou enfin, c'est pas nous qui bloquons, hein, c'est l'autre. Et bien sûr, les autres disent exactement l'inverse. Donc, nous pouvons légitimement nous inquiéter de savoir est-ce que le RER toulousain ne serait pas atteint par la maladie du grand projet. Là aussi, vous connaissez sûrement bien ça. C'est la maladie du grand projet, c'est quand un projet est très beau sur le papier, mais qui tarde à devenir une réalité parce qu'on n'arrive pas à dépasser les blocages techniques, politiques, financiers. Alors, comme tant d'autres, nous aurions pu, nous aussi, nous décourager, sauf que Rallumons l'étoile, ce n'est pas juste une bande de copains, c'est une coalition. Et ça fait une sacrée différence. Parce que Rallumons l'étoile, aujourd'hui, en termes d'adhérents, ce sont 800 adhérents individuels, ce sont des associations, des adhérents individuels, des associations fournissant une ressource très précieuse qui est le bénévolat et qui se compte du coup en milliers d'heures, je dirais, chez nous. Et 30 communes qui représentent 160 000 habitants, 30 communes, petites communes qui ont du mal, qui ne pèsent rien chacune au sein de l'agglomération, mais qui en fait toutes coalisées commencent à peser et ces communes nous fournissent aussi l'essentiel de nos ressources financières qui sont aujourd'hui non négligeables. Et enfin, dernier type d'adhérents de Rallye Étoile, des entreprises, y compris le MEDEF de Haute-Garonne, donc le syndicat patronal. Alors, je vais vous parler d'un deuxième exemple plus récent, qui est notre campagne de l'Atlas des gares. Alors là aussi, derrière cette campagne, il y a d'abord une problématique technique. Prenons un exemple. Aujourd'hui, entre Matabio et La Bèche Village, donc le centre de La Bèche, qui se trouve à 11 km et demi au sud-est de Toulouse, vous avez 4 gares. Dans le cadre du projet de troisième ligne de métro, qui doit être mise en place d'ici la fin 2028, il est prévu de créer une nouvelle gare au terminus de cette troisième ligne, et en même temps, de supprimer les 2 gares de La Bèche-Nopole et La Bèche Village. Alors, ça peut paraître cohérent dans une logique de TER qui n'a pas vocation à s'arrêter, à assurer une desserte fine dans le cœur de l'agglomération. Par contre, c'est totalement ubuesque dans une logique RER. Et en fait, on pourrait se dire que si on s'inscrivait dans une logique RER, non seulement il ne faut pas fermer les gares existantes, mais il faudrait sûrement plutôt en créer de nouvelles. Donc ça, c'est ça qu'on voudrait montrer et faire réfléchir. Alors, faute d'avoir accès aux études déjà réalisées par les institutions, et je salue quelques personnes qui se reconnaîtront dans le public. Le premier objectif de l'Atlas est d'ouvrir les horizons sur le sujet. Et c'est pour ça que nous avons commencé par lancer un appel à idées au sein de notre groupe études qui a permis d'identifier 80 gares existantes ou potentielles. L'idée là, c'est pas de dire que il faut toutes les retenir. Des fois, elles sont l'une ou l'autre. Mais on s'est dit, on va ouvrir les horizons et on va voir ce que ça nous donne dans nos réflexions. Et 10 ateliers vont être organisés ces prochaines semaines avec nos groupes locaux de branches et nos communes adhérentes. Chacune de ces gares va faire l'objet d'une fiche de 2 pages qui décrira sa carte d'identité, la gare en elle-même, mais aussi son territoire de la gare et son accessibilité, histoire là aussi d'enrichir la réflexion du grand public, des élus, des entreprises du secteur. Et on va enrichir ces 80 fiches par un certain nombre de zooms qui vont permettre d'élargir les réflexions pour le plus grand nombre, parce que ce sont des sujets complexes qu'ils ne connaissent pas. Et donc, par exemple, un zoom sur quel périmètre pour le RER toulousain, est-ce qu'il est dans la partie la plus dense ou est-ce qu'il va aux villes moyennes
les plus proches, quel principe d'aménagement d'une gare pour à la fois être attractive et confortable pour les usagers, mais aussi du coup faciliter, optimiser l'exploitation. Comment réorganiser le réseau de bus qui aujourd'hui est souvent en parallèle au voie ferrée pour faire du rabattement et de la coordination avec le RER, ou encore comment penser différemment l'aménagement du territoire autour de gares desservies par un système ferroviaire performant. Autant de sujets qui permettent comme ça de faire en sorte qu'on ait un document qui soit de référence, accessible au plus grand nombre, qui n'a bien sûr pas la prétention d'être l'équivalent des études que peuvent réaliser les institutions, mais qu'on ne voit pas, mais qui permettent comme ça d'élever le niveau de débat public. Alors, si j'ai parlé de campagne, c'est parce que notre objectif, ce n'est pas juste de créer un document, un atlas. Le premier objectif pour nous de cette campagne, c'est vraiment d'utiliser la question des gares pour ouvrir les horizons sur le potentiel du RER toulousain et mobiliser les acteurs locaux, qui sont des citoyens, des associations, des communes, des entreprises, pour que toutes ces personnes-là puissent faire pression in fine sur la région, sur TCO, le syndicat des transports en commun, l'État, la SNCF, pour aborder franchement cette question des gares et qu'eux aussi soient, de cette manière, obligés d'abattre leurs cartes parce qu'ils ne pourront pas rester sans rien faire et sans rien dire. Et ce qu'on a derrière, c'est bien le contenu du contrat État-région 2021-2027 qui doit être signé à l'automne. Voilà, c'est pour ça que pour nous, la phase de diffusion et de plaidoyer qui aura lieu à l'automne est aussi importante que la phase de création d'Atlas. Et du coup, ce qu'on a d'assez original, c'est que pour cette campagne, l'association en fait investit énormément, que ce soit en bénévolat, mais aussi à travers ses moyens financiers. Pour nous aider dans la création de cet atlas, on a deux super stagiaires. Ça coûte 2000 euros d'avoir deux super stagiaires pendant 5-6 mois. On va faire des impressions de qualité à la hauteur d'un document qui avoisinera sûrement les 250 pages. Et on va bien sûr faire des actions de communication et quelques surprises pour la rentrée. Bref, c'est pour nous une campagne dans laquelle l'association qui va sûrement coûter à l'association 15, 20 000, voire peut-être 25 000 euros. Mais cette action nous permet aussi d'espérer de nouvelles adhésions. Et ainsi de suite, de pouvoir, comme ça, aller toujours plus loin dans la création de la coalition et de pousser des avancées concrètes auprès des élus. Alors, si je devais résumer un peu nos principes d'action, j'en esquisserai 4. Le premier, c'est bien d'ouvrir les horizons et de faire des propositions à la fois ambitieuses et pragmatiques, parce que souvent, on a deux dangers qui nous menacent. L'ambition sans le pragmatisme, et donc du coup, c'est risqué de ne voir aucune réalisation, mais c'est aussi le pragmatisme sans l'ambition. Et quand on n'imagine même pas qu'on puisse avoir un RER toulousain ou un système correctement cadencé sur une petite ligne, c'est la même chose, mais en fait, c'est difficile de faire du coup des revendications, d'expliquer et de convaincre les gens. Donc, nous inspirons beaucoup de ce qui fait en Suisse, c'est avoir une grande ambition pour le long terme, mais être pragmatique en envisageant une réalisation par étapes, en commençant par optimiser l'existant, et il y a des choses à faire. Deuxième principe, nous sommes dans une démarche bienveillante et positive. Alors, oui, bien sûr, des fois, ça peut être l'attitude des institutions peuvent être frustrantes, ça peut faire aller, mais nous considérons que ce n'est pas possible de faire contre les institutions. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces institutions pour qu'elles avancent ensemble. Et c'est clair qu'il n'y aura pas de RER toulousain pour nous si la région et TCO ne le portent pas ensemble avec l'appui de l'État et de la SNCF
et que chacun fasse sa part. Et donc, on reste toujours dans cette démarche bienveillante et positive. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf, ça ne veut pas dire qu'on est... Ça n'empêche pas des fois d'élever un peu la voix, mais toujours en respectant ces différentes institutions, en essayant d'être à l'écoute de leurs problématiques, parce que ce n'est pas non plus toujours simple pour elles, mais ce n'est pas parce qu'on a l'écoute, qu'on est bienveillant, qu'on est positif, que c'est une excuse pour ne pas faire. Troisième principe, la volonté de rassembler pour mieux encercler. Nous ne sommes pas les premiers sur Toulouse à demander des avancées, une amélioration de l'offre de train. Mais quand il y a aujourd'hui souvent il y a trop d'actions en petits groupes et du coup qui ne sont pas suffisantes pour faire bouger les institutions. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de rassembler un maximum d'acteurs qui peuvent soutenir un projet différent pour des raisons, un projet commun pour des raisons différentes, et ce n'est pas un problème. L'important, c'est d'être nombreux pour arriver à faire bouger les lignes. Enfin, dernier principe, c'est celui de partir des objectifs et pas des moyens qui sont à notre disposition dans l'immédiat. Alors, une démarche classique d'association, au départ, c'est qu'on a des petits moyens. Donc, on fait des petites actions. Mais avec ces petites actions, on obtient peu de soutien et donc peu de résultats. Et, euh, et du coup, on a beau y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, et on connaît tous plein d'exemples. Et moi, je l'ai fait, donc je, je sais ce que c'est. Et nous, il y a un membre de l'équipe qui lui a un profil d'entrepreneur, parce qu'on a des gens et des profils très différents, qui a dit non, non, nous, on a de gros objectifs, on veut obtenir un RER, et donc ça veut dire qu'il faut imaginer de grosses actions. Des grosses actions qui vont pouvoir susciter de nombreux soutiens, et donc qui vont générer pour nous les moyens de faire ces grosses actions. Et c'est vraiment quelque chose qui est pas forcément intuitif au départ, qui a un peu bousculé un certain nombre d'adhérents qui avaient une longue pratique associative, un peu de bénédictine des fois. Et ça, c'est vraiment ce qui explique ce que j'ai décrit tout à l'heure, où on n'a pas hésité à miser les moyens qui étaient à notre disposition pour filmer, pour affréter un train, pour des concertations, d'imprimer nos contributions, les carnets à 5000 exemplaires, sur une concertation de SNCF Réseau sur Toulouse-Auch, qui permet du coup de faire connaître vraiment nos propositions, nos actions au plus grand nombre, et donc du coup d'engranger du soutien. Alors, on pourrait croire qu'on est très originaux. Alors, on est originaux sûrement en partie, mais d'autres aussi associations, collectifs font des choses de cette nature-là, hein, de plaidoyer, de mobilisation. Donc, je voulais passer un petit coucou aux affandes, aux copains de Oui au train de nuit, du collectif des Étoiles de Veynes, ou de l'association Transport et Environnement en Suisse, qui est très impressionnante et inspirante. Et puis, je voulais vous suggérer une petite lecture, moi, qui m'a beaucoup inspiré, c'est Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, de M. Popovic, qui est un Serbe qui a contribué à faire tomber euh, Milosevic, et sur l'action violente et comment réunir des gens différents progressivement pour créer des coalitions. Voilà, donc du coup, ce que je voulais dire en conclusion, dans cette philosophie de construire une coalition pour développer le ferroviaire, trois idées me viennent comme ça. La première, c'est notre expérience peut intéresser d'autres, et donc nous, on est toujours prêts à partager. Voilà. Plus après, à partir de juillet, parce que les prochaines semaines sont un peu compliquées, mais voilà, on peut partager cette expérience et les questions qu'on a fait, etc. Deuxième idée, en fait, c'est que vous pouvez peut-être, pour certains, vouloir contribuer à notre propre coalition pour obtenir un RER toulousain. Donc, tout le monde est bienvenu chez nous, toutes les énergies, les compétences, avec des gens et des profils différents. Et donc, vous pouvez très bien aller sur le site rallumemonlétoile.fr, adhérer. L'adhésion individuelle est à 2 €.
mais il y a des choses aussi pour les associations, les entreprises et les collectivités locales. Enfin, une dernière piste d'action, on peut aussi peut-être partager aussi des combats communs au niveau national pour obtenir certaines avancées, à commencer par une programmation pluriannuelle à la hauteur des enjeux pour le système ferroviaire. Voilà un peu pour ce que je voulais vous dire. Très bien, donc merci Benoît. Est-ce que déjà à ce stade, il y aurait des personnes qui auraient des questions par rapport à ce qui vient d'être mentionné? Éventuellement, pas forcément une question, mais juste à partager une image en fait. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Oui. Alors attendez, je vais partager. C'est juste en fait, vous êtes au courant qu'il y avait eu historiquement sur le périmètre de l'agglomération toulousaine d'aujourd'hui des lignes de chemin de fer départementaux qu'on a détruites en 1947. Je pense que vous devez être au courant. J'ai une carte en fait de ça qui peut vous montrer ce qu'on a perdu en fait, si vous voulez. Attendez, share screen. Attends, j'ai pas trop l'habitude du partage d'écran tout à l'heure. C'est ça, desktop share. Ok, et elle est là. Non, ça c'est. Voilà, c'est celle-là. Vous la voyez? Oui. Donc vous voyez, donc là c'est le périmètre de Toulouse. Il y avait une gare en fait au niveau Saint-Cyprien, à l'actuelle cité Roguet, d'où partaient en fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et de l'autre côté, il y avait une gare à côté de Matabiau qui était à l'actuelle gare des bus, d'où partait une ligne vers Fronton, et une ligne électrique qui a servi juste dans les années 30, qui est sur Castres. Et ensuite, une gare au Pont des Demoiselles. En fait, ça m'a fait penser à ça parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'une éventuelle gare au Pont des Demoiselles. Il y a eu une gare au niveau des archives départementales. Donc, vous voyez qu'en fait, ça, c'est hors de l'étoile actuelle. Hein. Voilà, c'était juste pour vous informer de ça. Je l'ai en KML, hein, si vous voulez on peut peut-être même la rajouter, si vous voulez, à la tasse des gares, ou je ne sais pas. Voilà. C'est une proposition. En tout cas, merci Mathias, et on est preneur de toutes Oui. les infos et de toutes les contributions. Bien. Vous pouvez m'écrire à benoît@rallumentl'étoile.fr. Parfait. OK. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Emery. J'ai eu l'occasion, avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, de faire une étude comparative en 2014 sur Bordeaux-Toulouse. Il y avait d'une part une étude avec des très grands moyens qui était menée par SNCF, et il y avait une étude appelée Claraco qui voulait favoriser la ligne actuelle entre Bordeaux et Toulouse via Agen-Montauban, et qui s'est faite avec très peu de moyens financiers, et on devait comparer un peu toutes ces études. Et j'ai trouvé que l'équipe Claraco, eh bien, finalement, avait fait du très bon boulot compte tenu de ce qu'elle pouvait obtenir comme données sur, notamment sur le tracé ferroviaire et des choses de ce genre-là. Donc, on a pu, ayant tous les moyens à disposition, faire une comparaison réelle. Certes, certains temps de parcours étaient un peu trop optimistes, on a pu les rendre plus réalistes, mais voilà, comment faire quand on n'a pas les données, parce que ceux qui doivent nous les donner ne veulent pas nous les donner, parce que pour eux, c'est bien ancré que c'est une LGV qu'il faut faire entre Bordeaux et Toulouse, et non pas favoriser les trains du quotidien. Donc, ça a été très bien. Et
on est arrivé à une thèse numéro 3 en 2015 dans l'expertise, et je peux vous la dire parce que ça peut éclairer aussi après pour l'étude. Bien entendu qu'on avait aussi beaucoup parlé de la problématique du POLT, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse. Eh bien, thèse 3. Le débat sous une autre lumière. La question n'est pas de savoir s'il convient d'opter pour les conclusions Claraco ou celles du maître de l'ouvrage, LGV, mais de se prononcer entre deux améliorations de la liaison Bordeaux-Toulouse. La construction d'une ligne nouvelle qui offre un saut qualitatif considérable en termes de qualité de service, ceci pour tous les usagers, ceux du quotidien compris parce que ça dégage quand même des capacités sur la ligne existante, mais au prix d'un investissement conséquent et un accroissement modeste des coûts d'exploitation. Ou bien la requalification de la ligne actuelle, offrant certes une amélioration plus modeste de la qualité de service, mais pour un investissement moindre. Donc, voyez un peu les paramètres. Ça a été rédigé par quelqu'un qui avait une très, très grande expérience et aussi de réussir à mettre des gens assez opposés ensemble et arriver à des consensus entre guillemets à la Suisse. Et c'est vrai que ne pas faire une démarche dite d'opposition, mais bienveillante, constructive, même si peut-être vous ne disposez pas des mêmes atouts dans votre jeu. Nous avons dû, à l'EPFL, vivre pendant 10 ans pour amadouer la SNCF, pour se faire reconnaître comme étant compétent. Après, ça a été très facile, mais pendant 10 ans, on a ramé. Chaque fois qu'on voulait demander un document, on n'utilisait pas le vocabulaire exact, alors ça n'existait pas. Mais ensuite, en sachant utiliser le bon jargon, les bons sigles, eh bien, après, ça a permis de débloquer des situations. Alors moi, ce que je vous conseille, si possible, c'est d'avoir des gens dans la place, c'est d'avoir des facilitateurs dans la place. Pas seulement des élus, mais aussi des gens à la SNCF qui souhaitent aussi eh bien, vous faire partager leur expérience et leur connaissance sans du tout trahir finalement la SNCF elle-même. Merci beaucoup pour ce témoignage. Très intéressant. En tout cas, j'envoie un petit coucou à, justement, on a Vincent Bouvier, la SNCF, qui est parmi nous. Guillaume, tu voudrais intervenir? Oui, j'avais une question de précision d'ordre technique plutôt peut-être pour revenir sur l'exemple suisse, mais bon, Vincent pourra en dire plus à ce sujet-là. Mais effectivement, il y a des réflexions aussi mais aussi sur Luxembourg et d'autres territoires par rapport aux questions de RER métropolitain ou en tout cas de mode très capacitaire sur différents territoires en espérant justement des leviers de report modal très puissants. C'est juste, mais c'est aussi des vecteurs d'accélération de la mobilité et aussi notamment à travers l'intermodalité. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte notamment dans les comportements intermodaux, c'est souvent les comportements les plus longues distances en fait. Donc en fait, souvent des transports capacitaires style train rapide ou RER métropolitain impliquent aussi des aspirations à la voiture sur la logique d'intermodalité, parce qu'on sait que le train permet justement d'avoir ce moment en plus efficace pour travailler, pour développer des activités, et permet aussi parfois un événement résidentiel plus important, mais sous couvert d'avoir une voiture. Donc, ce n'est pas toujours
aussi comment dire, bénéfique que ça. Et en fait, quand je regarde l'agglomération toulousaine, il y a quelque chose qui me frappe. Il y a quand même de mémoire, je crois qu'il y a deux, trois lignes de métro, plus 2 lignes de tram, plus pas mal de BHNS. Et comment vous voyez au niveau de Rallumons l'étoile, justement, cette intermodalité de transport capacitaire sur l'agglomération, en fait. Est-ce que le RER devient une espèce d'épine dorsale et comment vous avez pensé un peu l'organisation? Parce que c'est déjà une agglomération qui est assez bien dotée en transport alternatif à la voiture, enfin, je trouve. Donc voilà, juste une demande de précision. À la fois, on peut dire qu'il y a des choses, sauf que les 2 lignes de métro existantes et puis la troisième à venir, elles desservent surtout Toulouse. Alors, Toulouse, c'est 460 000 habitants. C'est la moitié de la population de la grande agglomération. Mais en fait, nous, on décrit ça avec, quand on prend la dernière enquête ménage des déplacements sur l'aire urbaine toulousaine, 300 communes, 1 million d'habitants. En fait, il y a 4 millions de déplacements tous les jours. Il y en a 2, je ne dis pas de bêtises, j'ai un trou. Il y en a 1,5 dans Toulouse, donc les gens qui se déplacent dans Toulouse, et ces déplacements sont faits à peine à 33% en voiture. Parce que pour les déplacements dans Toulouse, la marche, les transports en commun, le vélo, c'est efficace. Par contre, il y a 2,5 millions de déplacements tous les jours qui sont ce que l'on appelle donc, la ville rose et l'agglomerose, soit entre Toulouse et la périphérie, soit à l'intérieur de la périphérie. Et sur ces 2,5 millions de déplacements, ils sont faits à 75% en voiture. C'est-à-dire que, hors des déplacements dans Toulouse, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable alternative à la voiture. Il n'y a pas de système performant qui permette de se passer de la voiture. Et les bus qu'il y a, ils sont pris dans les bouchons, ils sortent un peu, mais pas trop. Il n'y a pas d'alternative à la voiture. Et la seule manière de faire un système performant à l'échelle de la grande agglomération toulousaine, c'est d'utiliser le train. Alors, donc c'est pour ça que c'est complémentaire. Et si on veut que certains basculent, lâchent la voiture, ben ça veut dire qu'il faut à la fois le train, mais bien sûr, et c'est ce qu'on va commencer à introduire avec cet atlas, c'est tout un système. C'est aussi, dès qu'on va faire certains déplacements en train, mais il faut que d'ailleurs les bus soient coordonnés, que la marche, etc., que ça incite à réfléchir à l'aménagement du territoire, parce qu'effectivement, d'autres agglomérations ailleurs en Europe ont un système de train performant, et ça ne veut pas dire que ça ne pose pas aussi des problèmes. Si on n'a pas pensé ce que tu disais, ça nécessite effectivement de réfléchir différemment à l'aménagement du territoire. Ce n'est pas une condition suffisante dans elle-même. Mais on essaie d'aller progressivement sur les thématiques parce que pour s'attacher au grand public, ben, du coup, il faut introduire les choses progressivement. Yes. Il y a peut-être un point qui est intéressant. Bon, moi, j'habite à Metz maintenant. Et il y a le Métis, c'est un BHNS lourd, en site propre, qui a des capacités de charge qui sont assez extraordinaires. Ça fonctionne très bien. Et ça permet aussi de travailler sur les espaces publics. Et je pense que ça peut être aussi un complément assez intéressant pour ces pistes dorsales avec ce RER métropolitain. En tout cas, merci pour la réponse et les précisions. Bon, du coup, je passe la parole à Vincent. Oui, alors moi, je veux bien enchaîner peut-être avant de commencer un exposé un peu bref qui voulait reprendre quelques éléments sur peut-être l'intérêt du train dans une perspective de transport métropolitain et de transport du quotidien. Je voulais peut-être saluer effectivement la présence de Daniel Emery là, qui s'est manifesté. Daniel Emery a été pendant de très nombreuses années un des piliers de la recherche dans le domaine ferroviaire à l'EPFL. Il a pris sa retraite il y a 1 an, si je me souviens bien, Daniel. On n'a pas pu fêter ça parce qu'il y avait déjà le Covid. Et donc, voilà, c'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis, je voulais aussi saluer Giuliano Montanaro, qui est aussi parmi nous ce soir et qui est ingénieur ferroviaire bien connu, je crois, de la région toulousaine et qui est aussi quelqu'un qui est passé par les PFL et
et qu'on peut considérer comme étant un très grand spécialiste de ces questions. Donc, un grand merci. Qu'est-ce que tu nous montres, Daniel? Comme tu as enlevé ton... Ah, attends, qu'est-ce que c'est? Désolé, je prends par la parole parce que Ouais. mon effet n'a pas marché, bien que j'avais mis en miroir. Je n'ai pas tout à fait pris ma retraite. Hein. D'accord. Okay. Je donne quelques cours à l'INPC encore, et puis je suis à mon compte en Ardèche. Très bien. Le télétravail, je connais. Peut-être, je voulais juste enchaîner peut-être sur quelques éléments. Je vais partager mon écran si je retrouve ma présentation. Pourquoi est-ce qu'elle a pas... Voilà, elle est là. Juste quelques éléments pour appuyer. Alors, tac. Pour appuyer quelques éléments qui ont été présentés par Benoît, puis peut-être les mettre très rapidement en perspective. Peut-être une première chose, et ça rejoint des choses qu'on a commencé à dire. En France, quand on regarde l'utilisation des transports publics dans la vie quotidienne en fonction de la taille de l'agglomération de résidence, donc en partant de la droite sur les communes rurales jusqu'à l'agglomération francilienne, à gauche les communes rurales et à droite l'agglomération francilienne, vous voyez que voilà, l'utilisation plus d'une fois par semaine des transports collectifs, il faut arriver dans les agglomérations de 100 000 habitants et plus pour que voilà, ça décolle d'une certaine manière. Vous voyez que dans des agglomérations de 20 à 100 000 habitants, on est à 11%. Et finalement, c'est à peu près équivalent à ce qu'on connaît dans le monde rural. Et ça, c'est assez frappant et je pense que c'est assez typique de la situation française. C'est typique de la situation française et c'est assez atypique en Europe, en fait. En France, le créneau dans lequel le ferroviaire a été développé, bon, c'est de la longue distance avec le TGV, une offre souvent de grande qualité. C'est dans certaines grandes agglomérations comme l'agglomération parisienne du RER, où effectivement on a un chemin de fer qui est très développé. Mais voilà, au-delà de ça, finalement, on a un fort sous-développement de ce qui est très développé dans de nombreux pays européens, c'est-à-dire voilà, le chemin de fer du quotidien qui dessert une région urbaine. Voilà, donc c'est les S-Bahn en Allemagne, c'est les offres voilà, qu'on peut aussi trouver en Suisse. Et là, il y a vraiment une singularité peut-être française. C'est comme s'il y avait un espèce de trou dans l'offre. On a de la longue distance TGV, on a de la desserte à ce niveau-là, mais effectivement, dans un rayon de 15-20 km autour de grandes agglomérations, et puis a fortiori dans des plus petites agglomérations, il y a effectivement peu d'offres. Il y a des très bons réseaux de transport collectif urbain, avec souvent du transport public en site propre qui s'est développé dans pratiquement toutes les villes, des villes de plus de 100 000 habitants en France. Il y a soit du tramway, soit du métro. Mais effectivement, le relais avec le ferroviaire est souvent inexistant. Et voilà, ça c'est un constat qui est peut-être basique, mais qui me semble important à avoir à l'esprit. Alors peut-être la question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est finalement, mais pourquoi développer le ferroviaire? Pourquoi ne pas rester avec cette situation? Et c'est peut-être l'exercice que j'avais envie de très brièvement faire avec vous. Je ne veux pas monopoliser la parole très longtemps, mais faire quelques petits flashs sur peut-être les arguments du train. Les arguments du train, je crois, et ça a déjà été dit, eh bien, le train en milieu urbain offre un très grand potentiel de report modal. Il permet, c'est un élément clé d'une mobilité inclusive, c'est un élément clé de la mobilité durable. En clair, le train
ça peut être, et c'est souvent en Europe, la colonne vertébrale des systèmes de mobilité collectif métropolitains. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Alors, peut-être avant d'arriver sur les explications, voilà, par exemple, l'évolution des parts modales dans le transport ferroviaire urbain et les trains grandes lignes en Allemagne depuis 2000. Vous voyez qu'il y a des augmentations qui sont assez importantes. Je vous ai aussi sorti un graphique pour la Suisse, alors on est toujours pris dans le nationalisme méthodologique au niveau des statistiques. Donc, évidemment, la statistique allemande que je viens de vous montrer, celles-ci ne sont pas comparables. Là, sur la statistique allemande, on est en part modale, part modale l'évolution de la part modale du train. Là, on est sur l'évolution, donc on est en mobilité distance, donc la part dans les kilomètres parcourus par la population dans les transports collectifs. Donc vous voyez que les transports publics, ben voilà, ça c'est les micro-recensements transport, donc l'enquête nationale transport suisse, la dernière date de 2015. Vous voyez que la part des transports collectifs, elle augmente. Et cette augmentation, si on avait subdivisé transports collectifs en transports collectifs urbains et régionaux et transports ferroviaires, eh bien, voilà, c'est autour du ferroviaire que se fait la croissance. Donc, et ça, c'est un constat. Alors là, on a des chiffres pour l'Allemagne et pour la Suisse. On pourrait faire l'exercice pour d'autres pays. Ce qu'on constate, c'est que quand il y a un report modal ou une croissance de l'utilisation du transport collectif, eh bien, c'est généralement grâce au train et beaucoup plus que grâce à des systèmes de transport public urbain qu'on arrive à obtenir ce report modal. Alors pourquoi? Et c'est là où voilà, on peut peut-être rentrer dans des arguments, mais ça c'est des choses qui ont déjà été dites par Benoît à propos de Toulouse, mais sur lesquelles on peut rapidement revenir. Bien, le train finalement, il est extrêmement efficace. Il a une vitesse commerciale très, très élevée lorsqu'il entre en ville, hein, particulièrement entre le centre d'une ville et sa périphérie. Le train n'est gêné par aucun embouteillage, hein, si on veut. Il a un site propre complet, il s'arrête peu, il a une vitesse élevée. Et en plus, je vous ai mis ce graphique qui est tiré d'une recherche qui a maintenant quelques années, à laquelle on a pu participer au LASUR, donc à l'EPFL. Le train, il permet d'utiliser son temps de déplacement. Donc, vous voyez, on est doublement gagnant, finalement, en l'utilisant. Et c'est aussi pour ça qu'il est plébiscité assez largement dans les régions urbaines. C'est que non seulement il est efficace et qui permet de passer rapidement du point A au point B, et encore plus quand les lignes sont diamétrales et qu'on a effectivement affaire à des réseaux de type RER. Mais en plus, pour peu que vous ayez une place assise, vous pouvez utiliser votre temps, et avec tous les objets connectés qu'on a désormais sur nous, eh bien, c'est devenu quelque chose d'assez courant. Et là, on voit, par exemple, ce que vous avez sur ce graphique, c'est les résultats d'une recherche européenne sur l'utilisation du temps de déplacement en train. C'était entre deux vagues d'enquête sur les grandes mobilités en Europe. D'ailleurs, il y avait la France, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique dans l'échantillon des pays enquêtés. Et on voit la croissance d'utilisation du temps de déplacement pour différents types d'activités lorsqu'on est en train. Donc, probablement que ça s'est depuis stabilisé. On était justement dans cette période où on commençait vraiment entre milieu des années 2000 et milieu des années 2010, où on a une explosion justement de l'équipement et de l'usage des objets connectés. Donc là, on a vraiment quelque chose de très fort autour du train, de son attractivité, autour de ces questions, autour de la rapidité, puis aussi autour du fait de pouvoir utiliser son temps. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, aussi les atouts du train. Je sais, Benoît, que tu es urbaniste. Il y a aussi évidemment toute la question, le train, la gare offre des opportunités de structurer, de développer les agglomérations urbaines
autour des infrastructures ferroviaires et donc d'en renforcer l'attractivité. Là, vous avez sous les yeux alors, bon, une carte de la Suisse avec la ligne principale, la grande ligne Genève-Saint-Gall de lycée 1, donc l'Intercity. Voilà, donc l'Intercity ne s'arrête pas dans toutes les localités qui sont mentionnées sur cette carte, mais ça, c'est une recherche que j'avais menée il y a quelques années, notamment avec professeur Inès Lamunière. Il s'agissait d'explorer le potentiel de développement de toute une série de terrains qui sont situés à proximité de ces gares. Et effectivement, ce potentiel est énorme. On avait travaillé sur tous les terrains en friche qui sont à proximité de ces stations dont on a pu établir le portrait, ces couleurs, ces différentes dimensions. Donc chaque gare a un portrait avec des caractéristiques voilà, qui font qu'elle est plutôt attrayante pour de l'habitat, plutôt pour de l'activité haute. Mais disons, le potentiel est absolument gigantesque. C'est simplement ça peut-être sur lequel je voulais insister aujourd'hui. Puis je voulais rapidement terminer peut-être avec juste deux exemples. Alors, le premier est emblématique, le S-Bahn, le réseau de S-Bahn de Zurich, donc le RER zurichois, pour vous dire, voilà, le réseau de S-Bahn zurichois, il a maintenant à peu près une trentaine d'années. Vous avez une carte là, des principales lignes sous les yeux. Ce RER, il s'est développé sur une trentaine d'années. Ça a été un projet extrêmement ambitieux et en fait, il a vraiment transformé le visage de l'agglomération zurichoise. Et il l'a fait non seulement par l'offre, et c'est pour ça que je vous montre ceci, mais aussi par la communauté tarifaire. C'est-à-dire qu'associé au développement de ce projet, il y a eu très vite l'idée de créer voilà, un ticket unique, comme c'est le cas à Paris avec la carte orange et le système de tarification totalement intégré. Et cette tarification unique a permis progressivement de coordonner les différentes offres des différents opérateurs à très haut niveau, et c'est devenu quelque chose d'absolument central dans le dispositif de développement de cette offre. Par ailleurs, à Zurich, bon, là, je vous ai mis sur, ça c'est le canton de Zurich, c'est voilà, une espèce de carte isochrone depuis le centre de Zurich des temps de déplacement en train, où vous voyez d'ailleurs les zones jaunes. Vous voyez, vous avez sur la droite là, une zone jaune clair. Vous voyez qu'on a des accessibilités qui sont assez éloignées du centre et qui sont parfois très, 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 très bonnes. Et on voit là, vous avez sur ce graphique la croissance urbaine par rapport à la moyenne. Lorsque c'est en rouge, elle est supérieure à la moyenne de l'agglomération. Lorsque c'est en bleu, elle est inférieure. Et on voit assez clairement que dans les lieux qui sont très bien desservis par ce réseau de S-Bahn, se structure véritablement l'agglomération. Alors ça, évidemment, c'était 30 ans de travail. Ça, ce n'est pas fait le premier jour. Mais on a vraiment là des cercles vertueux qui se sont progressivement mis en place. Alors ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Il y a une vraie volonté politique, il y a une volonté d'articuler transport et urbanisme. Mais disons, ça permet vraiment de penser une région urbaine autrement à terme. Et puis un dernier élément sur le Léman Express. Bon, le Léman Express à Genève qui a été mis en service depuis maintenant une année et quelques mois, qui a cumulé toute une série de malheurs, puisque en fait, il a été mis en service au moment d'une immense grève à la SNCF, puis il a subi la pandémie et il l'a subi toujours. Mais donc, c'est un réseau de RER transfrontalier dont l'essentiel des gares d'ailleurs est situé en France. Et c'est pour ça que je vous montre ceci, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit souvent, c'est bon, mais à Zurich, si ça a fonctionné, ce S-Bahn, c'est parce qu'il y a une mentalité particulière, c'est parce qu'il y a une sensibilité aux questions d'environnement qui est particulière, etc. On voit avec l'exemple de Léman Express que voilà, ce type de grand projet, alors il n'a pas 30 ans le Léman Express, il a une année et demie, mais peut aussi se développer dans d'autres contextes, et notamment en France. Alors c'est un projet en devenir qui offre aussi toute une série d'opportunités autour de ces gares pour le développement. On verra ce que ça peut
ce que ça peut donner. Mais je voulais terminer là-dessus, simplement peut-être pour insister sur le fait que eh bien, il existe déjà un espèce de RER métropolitain assez largement en France à Genève qui est exploité selon des standards d'offres suisses, c'est-à-dire il y a un train toutes les heures sur chaque ligne, donc les lignes, c'est les lignes L1 à L6 que vous avez sous les yeux, avec évidemment des troncs communs. Donc vous avez des tronçons à la demi-heure, vous avez sur le tronçon central un train tous les quarts d'heure. Et l'exploitation, voilà, elle se fait aussi le samedi et le dimanche, elle se fait selon des horaires élargis. Et il semble bien, malgré tous les problèmes qu'a pu rencontrer ce réseau au niveau de la pandémie, mais que dès que finalement voilà, les mesures sanitaires ou les mesures d'empêchement de circulation liées au confinement sont un petit peu levées, la demande part très très fort, ce qui est assez positif et qui en fait une affaire à suivre. Voilà, je m'arrête là, on peut peut-être arrêter le partage, comme ça on peut se voir. Merci pour votre attention. Merci Vincent. Est-ce qu'il y aurait des réactions comme ceci? Oui, Guillaume. Non, c'était juste un applaudissement, c'était pas un... Mais peut-être il y a Daniel là, qui disait, qui a mis dans le chat à Zurich, c'est plus qu'une communauté tarifaire, tout à fait. Est-ce que tu veux développer un petit peu peut-être, Daniel? Oui, les communautés tarifaires, ben oui, on a des choses qu'on met en commun, soit les billets, soit les abonnements. La communauté de transport va plus loin. Finalement, c'est l'ensemble de l'offre, que l'on soit bus, tram, train, petit train, écartement étroit, CFF, le national. Tous ces éléments, eh bien, ils sont décidés en commun, ils sont coordonnés. Hein, donc, si vous voulez, c'est pas le département qui va faire les bus scolaires avec un abonnement qui permet de prendre aussi le train et les autres choses, mais l'offre des bus, l'offre des trains, l'offre des trams, il va y avoir des correspondances qui sont établies. On va décider si on augmente la fréquence sur une ligne et pas sur une ligne qui pourrait être concurrente. Hein, donc, ça ne laisse pas la liberté aux différentes entreprises de transport de faire leur petite cuisine. Bien sûr, souvent, cette offre, elle est commandée par l'autorité organisatrice de transport quand même, mais il n'y a qu'un seul partenaire en face. Ce n'est pas une multitude d'entreprises qui ont chacun leur intérêt propre. Merci, merci Daniel. Guillaume. Oui, cette fois, il y a Laurent Le Breton qui dit dans le chat qu'il y a probablement en France un complexe par rapport à la Suisse sur ce sujet, et peut-être sur d'autres. Bon, on peut évoquer les autres aussi, mais c'est utile de faire de la pédagogie et de partager ces bonnes expériences, et surtout l'intérêt de cette politique de l'offre. Mais effectivement, je pense ça a été un peu évoqué par l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'en France aussi, on a quand même ce millefeuille des compétences de la mobilité, quoi. Enfin, c'est très, notamment quand on est sur des cœurs d'agglomération, par exemple Toulouse ou d'autres, hein, où en fait, sur un périmètre assez restreint, on a la communauté d'agglomération, on a la région qui gère les TER, on a le niveau national avec la SNCF, on a le communal pour tout ce qui est, on va dire, emprise directe sur le terrain, quoi, pour l'aménagement, etc. C'est très, très compliqué, quoi. C'est vrai que peut-être qu'on a cette différence en Suisse, où effectivement, on a su aussi construire, j'ai l'impression, des communautés de destin un petit peu par rapport à la mobilité, avec justement des organisations peut-être plus simples, moins complexes qu'en France, quoi, même d'un point de vue réglementaire. Ça, je pense, c'est une grosse différence entre les deux pays. Mais peut-être sur la question du complexe, parce que ça c'est...
Bon, il y a aussi un complexe suisse par rapport à la France, hein, à l'inverse, qui est plus un complexe, je dirais, de sentiment d'infériorité culturelle, souvent. Hein, mais bon, ça c'est. Donc, je pense qu'on a des complexes croisés. Et les Suisses sont, je pense, très fiers de leur réseau ferroviaire et aussi de leur système de prise de décision, démocratie directe et autres. Et moi, je trouve que malheureusement, parfois, cette fierté se mue en une certaine forme d'arrogance qui fait que ça finit par être difficile à entendre à l'étranger. Et c'est dommage. Un peu plus de modestie serait sans doute un meilleur ambassadeur. Mais voilà. Il y a aussi toute la problématique financière. On ne s'imagine pas finalement, entre guillemets, le gaspillage que l'on fait aussi en Suisse, hein, en faisant circuler beaucoup de trains. Si on regarde aux heures creuses notamment, le taux de remplissage des trains, eh ben, en France, ce serait totalement exclu. Le dernier exemple en date, c'est le train transfrontalier qui permet à des Suisses d'aller prendre le TGV sur la ligne de TGV Rhin-Rhône. Et à partir de Delémont, les Suisses voulaient une offre cadencée à l'heure. Et Franche-Comté s'est dit non, non, nous, c'est juste les trains du quotidien. Donc, c'était très intéressant de voir un peu d'un côté des gens qui étaient prêts à mettre des moyens financiers énormes et d'autres qui disaient ben non, on ne peut pas offrir une disponibilité temporelle d'un train toutes les heures parce que là, et le samedi, dimanche, désolé, mais il n'y aura que vos trains qui circuleront. Hein. Pour les correspondances avec les TGV, on ne va pas offrir une offre de base parce qu'on n'a pas les moyens le samedi et le dimanche de faire une offre dense. Alors, si vous me permettez de rebondir, je trouve que ces questions sur l'offre, pour nous, elles sont centrales. C'est-à-dire que historiquement, la vision, c'était ah, mais pour qu'il y ait un RER à Toulouse, il faut qu'il y ait au moins un train tous les quarts d'heure. Or, nous, ce qu'on voit en termes d'optimisation, c'est qu'aujourd'hui, aux heures de pointe, il y a des trains toutes les demi-heures. Sauf que aux heures creuses, il n'y a plus qu'un train toutes les heures. Après 21h, en général, il n'y a plus de train. Et là, on trouve sur quelque chose qui est bien connu, qui n'est pas spécifique à Toulouse, c'est qu'en France, on utilise quand même beaucoup moins nos rames, nos voies, que le font d'autres pays. Et on sait qu'il y a quand même un modèle qui est de dire ce qui coûte le plus cher dans le ferroviaire, c'est les rames et sur les voies. Donc, autant les utiliser au maximum et du coup d'offrir un service plus attractif pendant une plus grande plage horaire et finalement avec un surcoût marginal qui va être en partie compensé par une explosion de la fréquentation parce qu'on va offrir une offre claire, lisible et attractive. Et si c'est déjà tous les demi-heures, c'est déjà énorme pour des endroits où ils n'ont pas de transport en commun performant. Et c'est vrai que nous, c'est l'exemple de sujet sur lequel on ne se focalise pas sur, bien sûr, la question du RER, mais c'est la même chose sur des petites lignes. On peut dire qu'il y a des coûts d'infra pour faire ceci, cela, mais déjà, si on réfléchissait sur comment on fait une offre de base et qu'on optimise les actifs, il y a des choses, c'est moins flashy, il y a moins d'inauguration à faire, mais ça peut permettre déjà d'offrir de sacrées avancées pour plein de gens qui n'ont pas aujourd'hui d'alternative à la voiture. Et je pense peut-être que dans le public, il y a des personnes qui peuvent témoigner et rebondir là-dessus. Mais peut-être avant que certains rebondissent, juste peut-être pour revenir sur cette question d'offre, moi, elle me semble vraiment essentielle. Quand l'horaire cadencé a été introduit en Suisse, donc c'était un train toutes les heures, et c'était en 1982. Et progressivement, cet horaire cadencé s'est enrichi, et puis maintenant, on parle d'avoir sur les principales relations un horaire, l'horaire à la demi-heure, il existe quasiment partout, puis on parle de la fréquence au quart d'heure. Et donc, c'est un processus sur 1982, c'était il y a longtemps. Et donc, voilà, déjà avoir un train toutes les heures, c'est déjà quelque chose. Et ça me semble, il
il faut peut-être voir les choses aussi de façon un petit peu évolutive. Ça, c'est un premier point. Puis l'autre point qui me paraît vraiment essentiel, c'est la question des correspondances. C'est-à-dire que si vous mettez en place des lignes de RER à Toulouse, ce qui va être essentiel aussi, et ça permet de reboucler sur un point qu'évoquait Guillaume, est-ce que, si, admettons qu'il y ait un train toutes les heures et un toutes les demi-heures aux heures de pointe, est-ce que dans les différentes gares, il va y avoir des correspondances bus qui permettent d'alimenter la ligne ferroviaire voilà, avec tout un arrière-pays d'une certaine manière. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, essentiel à comprendre dans le système d'exploitation suisse, c'est qu'il ne s'agit pas juste de cadencer un réseau ferroviaire avec un train toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure ou toutes les heures, mais ce cadencement, il fonctionne en réseau. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de la communauté tarifaire zurichoise et de son système de mobilité qui est associé. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une gare du S-Bahn zurichois, vous êtes sûr d'avoir la correspondance bus qui vous permet de continuer votre voyage. Ce n'est même pas une question qui se pose parce que les fréquences et les correspondances sont calées entre opérateurs les uns sur les autres. Et ça, pour l'optimisation d'un système, c'est quelque chose, je pense, qui est absolument essentiel. Alors ça, c'est pour l'aspect offre. Après, pour la demande, ça a aussi un effet qu'on a eu l'occasion de beaucoup étudier, c'est-à-dire que quand vous avez à votre disposition une offre de ce type et qu'elle est fiable, quelque part, vous n'avez plus besoin de voiture. Et donc, on voit la motorisation dans une agglomération comme Zurich. On a un nombre de ménages non motorisés qui est extrêmement, extrêmement fort. On est à 50% de ménages non motorisés dans la ville de Zurich. Je pense qu'il y a aussi autre chose encore en Suisse, c'est que politiquement, c'est accepté que tout le territoire doit être développé quasiment de façon identique, que même les petits cantons, comme c'est très décentralisé, ont droit aussi à leur système de transport de bonne qualité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est acquis. On n'oserait jamais dire, oui, mais Appenzell, sans importance, allez hop, on coupe simplement parce que c'est pas rentable. Je crois que c'est ça déjà qui fait beaucoup aussi. C'est pour ça qu'on a un système qui est vraiment très entendu dans tout le pays. Lorsque la région Rhône-Alpes a fait son cadencement, une des premières régions de France, on a fait l'évaluation du cadencement. Est-ce qu'ils ont réussi? Évidemment, ils ont dû le faire sans une infrastructure prévue parce que c'était faites-le, mais avec ce que vous avez. Et il y a quand même des choses qui nous semblaient bizarres. Alors, on s'est approché des gens et ils nous ont dit « Ah non, ben là, on n'a pas pu le faire, ce cadencement, parce que les heures du collège ou du lycée n'ont pas changé. Donc, on a décalé le train qui va perturber tous les autres trains, qui ne sera pas en correspondance dans le nœud principal, mais simplement parce qu'il faut bien que les écoliers n'aient pas une demi-heure ou 3/4 d'heure à attendre avant le début des cours. » Cet exemple est frappant, mais effectivement, il n'est pas étonnant. Je voulais peut-être élargir sur un autre sujet qui était quand même du coup celui sur lequel Must m'avait demandé d'intervenir au départ. C'était un peu parler de nos pratiques et comment ça faisait écho en fait à d'autres pratiques. Vincent, tu ne l'as pas précisé, mais le RER de Genève doit aussi beaucoup, il me semble, à une association qui s'appelle Alpraï, qui a porté cette idée de créer un RER franco-suisse il y a quelques années. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est quelque chose, moi, qui me frappe en Suisse, mais parce que du coup, c'est lié aussi aux pratiques, au risque de référendum, etc. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande transparence sur les études, alors qu'en France, c'est souvent une grande difficulté pour obtenir la publication des études, pour pouvoir avoir de vrais débats de fond. La mise à disposition des données est très compliquée par les institutions.
Je peux faire un commentaire. Enfin, 2 commentaires. Juste pour dire à ceux qui ne savent pas, Zurich, c'est un tout petit peu plus petit que Toulouse, la ville, et l'agglomération un tout petit peu plus grand. Voilà, donc c'est tout à fait comparable. Hein, qu'on soit vraiment complètement sous-développé à Toulouse, on voit la comparaison avec un modèle qui n'est d'ailleurs pas le plus performant en Europe. Hein. On peut comparer avec d'autres villes. Bon, même si Barcelone est plus grande, elle a un réseau en fait de divers opérateurs qui est quand même bien plus performant qu'à Toulouse. Et une petite anecdote, en 2004, je parlais avec un cheminot à la gare des Arènes, avec le fraîchement inauguré la ligne C, hein, n'est-ce pas, qui s'arrête à 9h du soir. Cette ligne, elle dessert en fait quasiment, elle dessert environ 120 à 150 000 habitants hein, au total, autour des gares concernées. C'est une ligne partiellement à voie unique. Et quand j'ai demandé aux cheminots pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque un billet de métro dans les différentes gares de cette micro-ligne, en fait, il me dit « Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas de réseau sous la ligne, alors qu'on venait d'inaugurer récemment la plaque métropolitaine d'infrastructures de télécommunications, hein, la fibre optique, sous cette ligne-là. » Alors, je vous rappelle, à l'époque, on prenait un billet de TER dans les gares, dans les micro-gares de cette ligne, et on venait l'échanger contre un billet de métro à la boulangerie des Arènes, en fait. Pour vous dire à quel état de sous-développement on était, à quel état de sous-développement on est. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Très bien. On arrive gentiment au terme de l'horaire qu'on avait donné. Est-ce que quelqu'un aimerait encore ajouter un commentaire? Il me semble qu'il y avait encore une question qui n'a pas été traitée dans le chat. Peut-être qu'on peut rapidement la prendre. C'était Monsieur Damien, où il était demandé, serait-il possible de développer l'aspect complémentarité, troisième ligne, métro, TER, RER, LGV et POLT? Alors, du coup, c'est vrai que la question des complémentarités est importante, mais du coup, nous avons fait le choix effectivement il y a plusieurs choses. Il y a les transports urbains et les transports nationaux. Sur les transports urbains, il y a eu beaucoup de polémiques sur le projet de troisième ligne du métro, qui est quand même parallèle sur de très longs kilomètres à la voie ferrée et la ligne B du métro existant. Et comme nous avons, notre objectif, c'est de faire en sorte que le syndicat des transports en commun qui porte ce troisième ligne métro s'engage aussi sur le RER avec la région, nous avons fait le choix de taper à côté, et de plus souligner les potentiels de complémentarité et pourquoi le RER n'était pas une alternative à part en soi à la troisième ligne métro, mais comment la troisième ligne métro n'était pas non plus une alternative au RER qui faisait que Tissot ne peut pas dire que c'est suffisant. Voilà. Sur les longues distances, une de nous, là aussi, c'est une démarche pragmatique. Alors, du coup, si on évoque le nord de Toulouse, il y a effectivement un projet d'aménagement ferroviaire nord-toulousain pour augmenter la capacité de l'axe. Et puis après, il y a une nouvelle, il y a la ligne vers Paris en passant par Limoges. Alors, c'est bien de faire des grands projets, mais le problème, c'est qu'ils sont très longs. Et des fois, on peut se demander s'ils ne sont pas surdimensionnés parce qu'ils sont aussi, les problèmes de capacité sont aussi liés au fait que tous les trains qui circulent sur cet axe-là, que ce soit sur ces différents axes, les grandes lignes et les TER et les RER ne sont pas forcément cadencés, ce qui consomme énormément de capacité. Et donc, il y aurait des choses à faire, ou en tout cas, on peut faire des choses par étapes. Là aussi, on peut découper ces projets pour avoir des améliorations pour tout le monde dans un temps plus court. Et, voilà. Et puis après, c'est sûr que faire des travaux sur les infrastructures au-delà du périmètre du RER, ça sert aussi, en fait, les RER, les TER, tout le monde est gagnant parce qu'il y a les mêmes infrastructures. Donc, s'il y a des travaux qui permettent aussi des fois de fiabiliser la circulation des trains grandes lignes ou des trains TER qui viennent de loin, mais ça permet que ça se passe mieux sur le cœur du réseau, là où passe tout le monde.
Donc, voilà ce que je pouvais dire rapidement sur ça. Je ne sais pas si j'étais clair, mais c'est ce que je peux dire. Bonjour à tous. Est-ce que je peux réagir juste je mets ma vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez. Peu importe à la limite. Steve Almosny, moi je viens de l'Île-de-France. Je connais peu Toulouse, pour être honnête. Par contre, je connais les problématiques de réseau de transport ferroviaire en Île-de-France principalement, mais ailleurs aussi. Bon, déjà, je voulais saluer la démarche qui est celle de Rallumons l'étoile. Parce que sans collectif, sans association citoyenne, on a certainement des difficultés à bien connaître, bien ressentir ce qui se passe dans le territoire. Et ça me fait du coup penser à la réaction là, quelqu'un a cité l'association Plus de Train qui a travaillé en Ile-de-France, qui a aidé finalement les institutions à développer le RER en Ile-de-France, à revoir un peu la copie des RER en Ile-de-France. Je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de ce type de démarche, et je pense que Rallumons l'étoile s'inscrit dans cette veine-là pour pouvoir développer cette coordination, cette synergie entre les territoires, les citoyens et les institutions au sens large, hein, que ce soit les collectivités, les entreprises, les industriels, dans le sens où je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un manque de transparence. Pour avoir travaillé dans cet environnement-là, je ne suis pas certain que ce soit un manque de transparence, mais plutôt une vision encore trop fermée ou trop ancrée sur des principes acquis qui demandent à être questionnés, interrogés, challengés. Et ce qu'a fait avec du coup pas mal de force et de conviction Plus de Train, et avec aussi une force de communication très très importante pour être inscrite, pour exister dans le paysage. Donc mon point, c'est de dire qu'il faut que vraiment, il me semble important qu'une association comme Rallumons l'étoile puisse s'inviter quelque part à la table des négociations par le jeu de la communication, comme elle le fait actuellement, et également par le jeu de la connaissance, par le jeu de l'expertise, qui sont en train de qui est manifestement importante. Et c'est par ce type d'action qu'on peut co-construire des nouveaux systèmes, les discuter avec les sachants, entre guillemets, et ceux qui décident, les pouvoirs publics. On peut prendre l'exemple d'autres associations qui se développent aujourd'hui. Je pense au collectif Vélo Île-de-France, auquel j'appartiens, qui, par son expertise interne, officieuse, l'obtention de données officieuses à travers différentes institutions, a pu s'inviter à la table des négociations et obtenir des résultats très, très, très satisfaisants. Voilà, je pense. Mon point, c'est de dire, c'est d'encourager l'action de Rallumons l'étoile pour monter en compétences, monter en puissance et s'inviter progressivement à la table des négociations, notamment dans le cadre des élections régionales qui vont intervenir très prochainement là, et qui peuvent être l'occasion d'inscrire certains sujets à l'agenda des différents candidats. Donc voilà, je vous encourage à persévérer, à poursuivre dans cette action et le cas échéant, à discuter plus techniquement sur des sujets ferroviaires, si tant est que ça puisse vous aider à approfondir vos réflexions. Merci Steve, message bien reçu. Joël Dubout d'Arly, je voudrais intervenir si vous me permettez. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la question du financement qui bloque les décisions en France? Parce qu'on a eu sur Lyon un débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais. J'habite à Lyon, pardon, j'ai oublié de le préciser. Et à l'issue duquel on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde voulait un RER, comme on dit à la lyonnaise, comme vous pouvez dire à la toulousaine, avec un cadencement au quart d'heure. C'est quelque chose qui est envisageable dans les 15 ans, 20 ans à venir, mais il y a beaucoup de travaux à faire et il faut trouver les financements. Et le sentiment que l'on a, nous, dans nos associations,
que ce soit à Darly, qui est une association qui fédère déjà des associations sur l'agglomération lyonnaise, mais aussi à la FNOT régionale. On a le sentiment que, d'une part, les différentes collectivités ou AOM ont des difficultés à travailler ensemble. C'est ce qu'on a demandé et c'est ce qui a été mis en évidence lors de notre débat public en 2019 sur le nœud ferroviaire lyonnais. On a insisté là-dessus pour que les différentes autorités collaborent et travaillent ensemble à la fois sur le réseau, sur les services et sur la tarification. Et on a demandé une tarification, une billetterie unique avec une tarification par zone sur l'agglomération lyonnaise. Et par contre, on a développé un message à l'occasion de ce débat, mais qui est un message qu'on portait déjà depuis plusieurs années, c'était de passer de l'étoile ferroviaire à la toile. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque justement à développer une étoile en concentrant tout sur le centre-ville? Et question subsidiaire, c'est dans le cas de développement d'une toile, qu'est-ce que vous envisageriez comme liaison interpériphérique? Merci Joël. Alors, on n'a pas de réponse à tout ça. Juste, je l'évoquais tout à l'heure rapidement effectivement dans les questions qu'on voit, c'est suivant le terminus, jusqu'où va le RER. On peut aussi avoir une réflexion d'aménagement de territoire et d'équilibre aussi avec les villes moyennes qui sont autour, que ce soit pour le RER, que ce soit pour les TER. Donc là, il y a effectivement ça ouvre un champ énorme de réflexion et on espère bien, enfin, nous, continuer à contribuer aux réflexions. Et tout à l'heure, du coup, je l'ai montré rapidement, mais par exemple, quand on a des lignes de bus, des fois, qui offrent une desserte très peu satisfaisante, parce qu'en fait, elles passent l'essentiel de leur trajet parallèle à la voie ferrée, et bien, nous, on a montré que dans certains cas, qu'on pouvait avoir une offre cadencée de 6h à minuit en perpendiculaire, coordonnée avec le bus, mais qui du coup offre une offre de transport en commun entre les communes de ce secteur-là, où quand il y a un bus toutes les heures de 6h à minuit, ben, ça permet non seulement d'aller à la gare, mais aussi d'aller dans la commune d'à côté pour travailler, pour aller faire de l'activité sportive, d'aller faire du sport. Voilà, ça offre, effectivement, c'est toute une réflexion d'ensemble qu'il faut avoir. Et c'est ce niveau-là de réflexion qu'il faut mener, ce n'est pas juste le RER et puis rien d'autre. Sur la question du financement, je crois effectivement que c'est une question clé. Et alors, il y a deux sujets pour nous qui sont importants. C'est effectivement comment on peut optimiser l'exploitation de l'existant. C'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on voit bien que du coup, même ça veut dire que si on voulait qu'il y ait plus de trains dans la journée et du coup reporter la maintenance des rames et des voies la nuit, non seulement ça nécessite de changer cette exploitation, mais ce qui a été fait aussi en Suisse, on a énormément de retard sur la rénovation de ces infrastructures qui nécessitent du coup une maintenance complexe. Donc, ce n'est pas que des changements qui seront possibles à un claquement de doigts, mais du coup, c'est une réflexion importante et le PFL a fait 2 rapports là-dessus pour inciter la France à revoir sa politique d'entretien et nous, on souscrit totalement. Malheureusement, le niveau d'investissement qui était recommandé par le PFL n'est pas encore suivi plus de 15 ans après le premier rapport. Dernier élément, et là aussi je trouve que côté suisse, on a des leçons à recevoir. En tout cas, en France, on a des contrats État-région pour partager le cofinancement des grands projets d'investissement. Or, on voit une très grande difficulté à faire respecter ces contrats État-région. Nous, il y a plusieurs projets à Toulouse qui devaient être faits pour 2020, qui ne le sont pas du tout, voire qui ont été encore reportés, qui n'ont pas le financement de l'État. C'est quand même assez compliqué. Et on voit encore, comme récemment à Toulouse, réapparaître,
s'accélérer, se ralentir des projets aussi anecdotiques qu'une LGV. Voilà, on ne sait pas où on va. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec le modèle suisse, c'est cette capacité à avoir des grands plans de programmation pluriannuels pour dire, voilà, en Suisse, ils savent déjà quels sont les projets qui vont être réalisés d'ici 2035, comment ils vont être financés, parce qu'il y a aussi les recettes qui sont votées en même temps. Et du coup, ça permet sur un domaine aussi complexe que le ferroviaire d'avoir le temps de bien préparer et bien caler le projet et bien caler la réalisation, alors qu'en France, on est du coup à devoir programmer d'une année sur l'autre et essayer de voir comment on programme des chantiers qui s'accélèrent, qui sont ralentis, où on n'a pas, où SNCF Réseau n'a pas suffisamment de ressources humaines, ne serait-ce que même pour réaliser les travaux qui sont financés à 100% par la région. Et que si on pouvait avoir comme ça, s'inscrire dans le temps long, avec une visibilité, ça permettrait à tout le monde de mieux travailler et du coup peut-être des fois de faire des chantiers moins coûteux parce qu'on peut mieux les organiser. Juste peut-être deux tout petits points voilà, qui prolongent un peu ce que vient de nous dire Benoît. Je pense que peut-être un premier élément, je pense que le ferroviaire aujourd'hui en France, le train, et notamment le train du quotidien, ce n'est pas une priorité politique au-delà de discours incantatoires qu'on peut entendre. Le budget qu'on met en face, ce n'est pas à la hauteur du discours, on pourrait le dire comme ça. Et là, il y a effectivement un problème d'allocation de ressources. Et donc, il y a des messages qui ne sont pas passés autour du fait que le train est sans doute le seul moyen de transport qui peut permettre de faire diminuer la dépendance automobile. J'entends, ce n'est pas le covoiturage qui va le permettre. Le covoiturage, il faut quelque part qu'il puisse s'organiser autour de hubs. Bon, on a besoin d'un système fort et j'ai l'impression que ce message-là, il n'est pas complètement passé et qu'il y a un travail, c'est aussi un travail des chercheurs, je pense, c'est un travail politique, c'est un travail de pédagogie, c'est un travail probablement que ça passe aussi par des démonstrations liées à de la recherche appliquée. Le message, il n'est pas complètement passé, je pense. Et c'est aussi, pour moi, c'est aussi une des raisons des difficultés que vous rencontrez à Toulouse et ailleurs. Je pense que on ne percute pas complètement encore sur le fait que le train, c'est une solution à un certain nombre de problèmes de mobilité qui se posent liés à la transition écologique, liés aux questions d'exclusion sociale, de forte dépendance à l'automobile des territoires. Je pense que ce n'est pas complètement... voilà, on n'en est pas complètement là. Et puis, je voulais juste refaire une petite remarque sur la question de l'étoile. En fait, alors ça, petite pique pour rallumons l'étoile, allez, je peux me permettre. L'idée d'étoile, ça laisse entendre que finalement, l'étoile, elle part du centre puis elle va vers l'extérieur. Mais en fait, un RER, c'est pas ça. C'est des lignes qui sont diamétrales, qui partent d'une périphérie, qui transitent par le centre et vont dans une autre périphérie. Et donc, dans ce sens-là, un réseau de RER, il relie non seulement le centre à la périphérie, mais il relie aussi des périphéries entre elles. Et ça, c'est absolument essentiel, me semble-t-il. Tout à fait d'accord, Vincent. Et ça a le grand avantage d'avoir moins de trains à quai dans la gare principale. Attention, en Ile-de-France, on arrive alors c'est peut-être une zone très très dense, peut-être un peu plus dense que d'autres secteurs, mais on arrive justement au bout de ce système d'étoiles qui vise justement à poser des trains en correspondance plutôt que de les diamétraliser pour justement éviter des schémas d'exploitation compliqués à gérer d'un bout à l'autre d'une ligne qui peut faire, je sais pas, 200 km ou 150 km. Donc, voilà, il y a peut-être aussi des logiques d'exploitation à bien maîtriser pour être certain de ne pas, enfin d'être bien, de mettre en place un système bien robuste, quoi, bien facile à exploiter, quoi.
Si je peux me permettre encore un commentaire sur la diamétralisation, on est tout à fait d'accord. Je pense que sur notamment l'agglomération lyonnaise, où on a 2 gares centrales principales, on peut avoir des lignes qui viennent justement des différentes branches et avec une diamétralisation qui permettent de servir effectivement un territoire plus vaste qu'en s'arrêtant dans le centre-ville. Mais là, on est bien d'accord. Mais il peut y avoir aussi des services qui s'arrêtent à l'entrée de la ville sur des haltes, des gares qui sont connectées au réseau urbain et qui permettent d'avoir une desserte qui dessert la première couronne, en tout cas, parce que là, on a soit des tramways, soit le métro, soit des BHNS. Et une remarque sur l'idée qu'effectivement les trains du quotidien ne sont pas pris en considération chez nos dirigeants politiques, c'est que nous, on a eu un débat sur le nœud ferroviaire lyonnais en 2019. Pour l'instant, il n'y a eu aucune retombée. Les contacts qu'on a avec SNCF Réseau, c'est on continue des études. Et il n'y a aucune avancée, aucune décision qui ont été prises. Et on voit aujourd'hui, parce qu'on est dans la période électorale des régionales, ce sujet qui est pris en compte. Maintenant, on parle, nous, président de région, pour dire oui, un RER à la lyonnaise, c'est possible. Maintenant, c'est possible. Ce n'est pas ce qu'il disait il y a 5 ans, au début de son élection. Mais bon, les mentalités évoluent. Mais elles ont du mal quand même à évoluer. Et je prendrai un exemple, c'est sur le contournement ferroviaire fret de l'agglomération lyonnaise. On a eu un débat public, il y a une déclaration d'utilité publique qui a été actée en 2012 et rien n'a bougé. Il n'y a pas un centime qui a été débloqué. Donc on se demande effectivement ce que nos politiques, gouvernants font par rapport aux décisions qui sont des décisions tout à fait démocratiques. Il y a eu des débats publics et il y a eu des concertations et puis il y a eu une décision et après il n'y a plus rien, il n'y a pas d'action. Voilà. Pourquoi ? Parce que je pense que la question du financement est essentielle et effectivement les 3 rapports de l'EPFL montraient qu'on avait un très gros retard sur le financement, notamment de la maintenance du réseau, et ce retard continue de s'accumuler. C'est ce qui est dommage. Mais comment faire pour les faire changer d'avis ? Moi, je souhaitais faire une remarque sur le financement, justement. Je pense qu'il ne faut pas non plus dire qu'en France, on ne dépense pas beaucoup d'argent pour les trains du quotidien. Si vous regardez le TER en France, alors hors infrastructure, on dépense quand même 4,5 milliards par an pour produire, grosso modo, 180 millions de trains kilomètres. Moi, je connais pas bien la Suisse, mais en Allemagne, sur le périmètre du train régional, avec un peu plus de 8 milliards, ils produisent 800 millions de trains kilomètres. Donc, il y a, au-delà du financement en valeur absolue, il y a surtout un problème de comment on dépense l'argent et la compétitivité de la dépense publique dans le ferroviaire. Alors, il y a la question de l'offre, mais il y a plein d'autres questions qui font qu'aujourd'hui, on dépense quand même énormément d'argent pour produire assez peu de trains et finalement offrir une offre assez peu attractive et un peu dégradée. Alors, il y a la question de l'offre, mais il y a la question de la localisation. Prenez l'investissement qui est fait aujourd'hui sur le Grand Paris et ce qui est fait en région Rhône-Alpes, c'est de l'ordre de 95 millions
pour la région Rhône-Alpes et c'est c'est 6 fois plus, si je me et je crois que je me trompe parce que c'est beaucoup plus que ça pour le Grand Paris. C'est vrai. Peut-être qu'on va gentiment arriver au terme de cette discussion. Je passe peut-être vite encore la parole à Guillaume. Oui, merci Lauriane. Merci beaucoup à toutes et à tous. En tant que co-président de l'association NOS, je tiens aussi à remercier à la fois les intervenants, l'ensemble des belles discussions qui ont lieu. Et franchement, voilà, on avance. Peut-être pour finir, en fait, je voulais partager aussi un schéma assez connu dans le monde de la recherche sur le report modal. Je pense, ouais, cette fameuse pyramide où en fait, on retrouve finalement les grandes qualités du train avec le haut niveau d'accessibilité, en tout cas pour la Suisse, l'efficacité du service, le très haut niveau de confort, la sécurité. Peut-être que ce qu'il faut travailler encore, c'est pour la France en tout cas, c'est ce côté coût par rapport à la voiture. Hein. Regardez les coûts, en fait, vous voyez que le train est encore très élevé par rapport à la voiture souvent. Et puis surtout la fiabilité. Hein. Ça, je pense que c'est un point important. Et je voulais aussi vous dire qu'au sein de l'association NOS, on a la chance d'héberger une mission qui s'appelle En Train, qui est une mission de coordination d'un certain nombre d'associations partout en Europe qui militent pour les trains du quotidien et les trains de nuit. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi à ce sujet-là, parce qu'on est à la recherche de nouveaux partenaires. L'idée du réseau, c'est justement de se faire rencontrer un petit peu, que la distive à un moment. La difficulté, c'est de mettre en lien aussi les différents territoires qui parfois luttent et militent de leur côté. Et l'idée là, c'est de mettre un petit peu en synergie à la fois les territoires en France, en Belgique et en Suisse. Quoi. Donc on essaye un petit peu de travailler là-dessus et de faire une espèce de communauté par rapport à cette question du ferroviaire. Et donc n'hésitez pas à nous contacter, l'association NOS, pour évoquer aussi ces sujets-là. Quoi. Donc je tiens à vous remercier. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Vincent. Et puis peut-être qu'on vous souhaite une très bonne soirée. Peut-être Lauriane, tu veux dire un mot encore, parce que c'est quand même toi et Flavio notamment que vous avez organisé. Donc un gros merci pour cette organisation une nouvelle fois parfaite. Juste peut-être rapidement, je vais vous mettre à l'instant dans le chat notre lien vers notre site internet où l'enregistrement de la conférence sera posté ces prochains jours. Si vous voulez la partager ou la faire diffuser par vous-même, comme ça vous l'avez à disposition. Et puis bien entendu, je tiens aussi à remercier Benoît et Vincent pour cette intervention et vous pour cet échange. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.